Comme Michel nous a préparé une belle conférence sur la conquête de l'espace. Je vais laisser le soin à François Michel nous expliquer sa conférence. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bienvenue au match de l'espace. Deux équipes de très haut niveau, n'est-ce pas Grégoire? Oui, Rodrigue. En effet, ce soir, deux équipes de très haut niveau qui vont s'affronter dans un match, le match du Cosmos, dis-je. Alors, ce soir, vous allez avoir le souffle coupé plus d'une fois. Les deux équipes les plus fortes de la Ligue du Cosmos vont s'affronter en un match singulier. Alors, toute une partie qui se prépare. À qui dites-vous, Grégoire? URSS contre États-Unis. Alors, voici une soirée que vous n'êtes pas prêts d'oublier. On n'a pas le temps, voici les hymnes nationaux. Vous excusez aussi ma prononciation pour certains non-russes, je n'ai pas l'accent. Okay. Alors, voici la mise au jeu. Et l'URSS qui prend les devants en marquant il inscrit déjà sa marque au pointage 1-0 URSS. Alors, regardons de plus près ce magnifique but. C'est en Russie, vers 1880, que naît vraiment l'astronomie. Un jeune instituteur passionné de mathématiques et de physique, Konstantin Tsiolkovsky, un Russe, prend conscience du fait passé inaperçu. Une fusée peut très bien fonctionner dans le vide. Et donc, propulser un véhicule hors de l'atmosphère et ainsi procéder à la conquête de l'espace. Alors, éloigné de tout centre scientifique, Tsiolkovsky vit dans la région forestière de Kaluga, où il gagne sa vie comme instituteur. Il élabore seul quelques années quelques calculs fondamentaux et c'est le grand précurseur de la théorie de l'astronautique. Il fait aussi des calculs fondamentaux qui vont permettre les moteurs au propelgol liquide. Grand théoricien, c'est aussi un visionnaire. Pour lui, la Terre, c'est le berceau de l'humanité. Et on ne peut pas rester toute sa vie dans son berceau. Alors, l'expansion de l'homme dans l'espace doit être réalisée selon Constantin le Russe. Alors, c'est 1-0 États-Unis. Alors, les États-Unis ne sont pas du tout contents de ce but. Alors, ils vont répliquer avec Robert Goddard, le père des fusées, qui va passer de la théorie à la pratique. C'est un travailleur solitaire, évidemment, encore une fois, qui concrétise les premières idées du Russe Tsiolkovsky. Les idées, c'est comme, il passe de la théorie à la pratique, en fait. Puis il est né en 1888 et il est mort en 1945. C'est pendant les années 20 de 1920, les premiers moteurs fusées il créa les premiers moteurs fusées à propelgol liquide. Il est professeur de physique dans une université. Il imagine plein de systèmes de refroidissement, de guidage qui sont encore utilisés aujourd'hui, dont le système des gyroscopes. Il dépose plus de 200 brevets qui ont tous été approuvés par la NASA en 1960. Et puis, il dispose de très peu de soutien officiel, c'est-à-dire que les États-Unis l'encouragent très peu en donnant très peu de subventions. Et puis, il va donner des conférences comme La fusée dans l'espace interplanétaire, c'est un livre. Et puis une autre conférence en France avec son ami Aubert. Et puis ça s'appelle L'expansion par la fusée de la très haute atmosphère et de la posistabilité des voyages interplanétaires. Alors c'est 1-1 États-Unis.
Alors c'est chaud, c'est chaud. Alors, voilà, l'équipe adverse est furieuse ici. Ils vont essayer de marquer et voilà qu'ils s'en vont de la rondelle et c'est fait, voilà. En 1928, deux ingénieurs, Nicolas Tikhomirov et Vladimir Ameniev, créent à Leningrad un laboratoire de dynamique des gaz, GDR, dont une division se consacre à l'étude des moteurs de fusée à propagande liquide. En 1932, un jeune ingénieur, Valentin Petrovitch Glushko, un futur constructeur des principales fusées soviétiques. À la même époque, des groupes d'études de la propulsion par réaction. La propulsion par réaction, c'est très simple, c'est le principe d'action-réaction. Alors, je vais l'exemple ici. Alors, je fais une action-réaction sur la ballonne. Alors, ici, j'ai une action et la réaction. C'est le fun. Alors, à partir de 1933, le GRID, c'est les propulsions, c'est le syndicat des fusées, comme si on peut en guillemets, de Moscou, est dirigé par l'homme qui jouera un rôle principal dans la naissance du programme spatial soviétique. Sergei Pavlovitch Korolev, le premier, c'est lui, c'est en fait compte qui a permis le rôle principal de la naissance du programme spatial soviétique. Et puis le premier succès est acquis par le groupe de Moscou le 18 août 1933. La première fusée, le GRID R-09, pesant 19 kg, s'élève à 400 mètres. C'est 2 à 1 États-Unis. Et voilà, c'est la fin de la première période. Après cette palpitante et voilà. Alors voilà, nous voici de retour avec la deuxième période. Et c'est toujours 2 à 1 pour les URSS. Les États-Unis vont tenter de ramener le point égalisateur. Et voilà, c'est fait. J'apprends à l'instant que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les Américains avaient pourtant tiré les meilleures cartes du jeu spatial. Werner von Braun et les principaux spécialistes allemands, c'était les recrues des fusées, s'étaient réfugiés chez eux, chez les Allemands. Mais en dépit des recommandations pressantes de von Braun, qui cesse de militer en faveur de l'astronautique, les États-Unis ne se sentent pas motivés par la réalisation de satellites artificiels. Ils améliorent la V2 allemande, une espèce de gros missile, puis construisent des fusées militaires, des missiles de plus en plus gros. La Redstone, la Thor et la Jupiter l'Atlas. Mais les autorités refusent de lancer un satellite scientifique, donc pacifique, avec une fusée militaire. Alors c'est 2 à 2 pour les États-Unis. Il semblerait que l'entraîneur des URSS ait demandé un temps de pause. Et voilà. Il parle à ses joueurs présentement. Je sens que les États-Unis vont regretter le point qu'ils viennent de compter. La fusée de Sergei Korolev. En revanche, les Soviétiques ne font pas de distinction entre leur programme de fusée militaire et leur projet de satellite. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, en prenant connaissance des réalisations allemandes, ils comprennent l'intérêt militaire que présenterait un missile qui peut parcourir de 8000 à 100 km, de 8000 à 10 000 km en une demi-heure avec une lourde bombe atomique. Idée psychédélique. Ils se rendent également compte qu'un tel missile intercontinental pourrait lancer de gros satellites artificiels. D'où le début des années 50. Là, le début des années 50 amène le double programme avec un volet militaire, la résolution de fusées à longue portée, ainsi que le programme, le volet civil, qui participerait au lancement de satellites scientifiques. Le programme s'incarne dans un homme. Il s'agit de Sergei Pavlovitch Korolev, celui qui avait créé le département des fusées, si on pourrait appeler ceci, de 1906 à 1966. Il a déjà à son actif la réalisation, pendant la guerre, de planeurs d'avions et de propulsés par fusée. En 1947, il est nommé directeur du programme de construction de la fusée intercontinentale. Ce programme aboutit le 21 août 1957 avec un premier lancement de la fusée R-7 réalisé et énormément par rapport à toutes les fusées américaines. Elle est énorme. Alors, elle mesure, attention, 30 mètres de haut, c'est haut ça comparé à nos fusées qu'on a aujourd'hui, 10 mètres de base, 10 mètres de large à la base, et puis 300 tonnes, ce qui est
peu comparé aux fusées qu'on a aujourd'hui. Elle développe une poussée maximale de 510 tonnes. Le 4 octobre, elle lance Sputnik. C'est 2-3 pour les États-Unis. Principale fonction de Sputnik, faire des bébés. Alors, c'était la seule utilité de Sputnik, c'est-à-dire envoyer des messages qui ont fait les fameux bip. Bon. Alors, et voici, pour la première fois dans le match, il y a 2 points d'écart entre les équipes, c'est 4-2. Alors, les grandes premières soviétiques. La réalisation de Sputnik, suivie quelques mois par une rafale de grandes premières spatiales soviétiques. En novembre, en 1957, c'est le lancement dans l'espace du premier être vivant, une chienne, Laika. En janvier 1959, c'est le premier tir vers la Lune, l'unique qui marque son objectif de 6000 km seul, mais devient le premier objet à être réalisé par l'homme à quitter l'attraction terrestre. En 1959, l'Unique 2 atteint la Lune. Tous ces succès vont mettre l'actif de Sergei Korolev, le même que tantôt, jusqu'à ce que le monde connaisse sa mort en 1966, par son titre « Constructeur principal des fusées et des engins cosmiques ». C'est 4-2 pour les États-Unis. Oh là, les Américains sont furieux ici. Les Américains acceptent très mal d'être seconds dans la course aux satellites. Ils craignent que leur prestige scientifique et technologique ne soit terminé et redoutent les conséquences militaires et politiques que cela pourrait entraîner. Ils s'engagent donc à un programme accéléré de développement à longue portée et recherchent à lancer à leur tour le plus vite que possible les satellites. Non sans déboire, puisqu'en 1957, la première fusée américaine destinée à placer en orbite le premier satellite américain explose sous les yeux du monde entier. C'est 3 à 4 pour les États-Unis. Les URSS n'acceptent pas ce fameux point américain. Je crois que nous avons assisté à un jeu de puissance. Le 12 avril 1961, un homme voyage dans l'espace. Yuri Gagarin, c'est le seul nom russe que je suis capable de prononcer comme vous. 25 ans, pilote de l'armée de l'air soviétique, en 108 minutes, son vaisseau spatial, Vostok 1, boucle le tour de la Terre et revient se poser triomphalement dans la campagne russe. Le vol Gagarin a une dimension historique. Il ouvre une brèche par laquelle des dizaines d'hommes vont s'engouffrer à l'assaut du cosmos pour des missions de plus en plus longues. On franchit le cap des... On franchit le cap de la... Excusez, moi je suis vraiment pas content. Pour les travaux les plus complexes. 17 ans plus tard, le record de durée des vols spatiaux dépasse 6 mois. Ce n'est qu'un début. Dans la rivalité spatiale américo-soviétique, l'Union soviétique marque un point très important. Elle pousse aussitôt son avantage en 1961 et en 1963. 6 Vostok vont dans l'espace. Le 6e emporte la première femme russe, Valentina Tereshkova. En octobre 1964, c'est le premier vol d'oiseau spatial multiplace à Voskov. Le 18 mars 1965, Alexei Leonov est le premier homme à sortir en scaphandre de sa cabine, c'est-à-dire Voskov 2. Alors c'est 5-3 pour les URSS. Il y a toujours 2 points de différence entre les deux unités. Les Américains essaient tant bien mal de sortir de cette légère avance soviétique. On lance en 1962 les premiers hommes dans l'espace américain. John Glenn, le premier homme, il n'était qu'un seul. Oui. En 1965, avec le programme Gemini, ils vont déborder l'URSS. Dès le mois de juin, avec l'expérience Gemini 4, ils renouvelleront l'exploit de Lonelov. Edward White sort de sa cabine spatiale et se mue seul au moyen d'un pistolet à réaction. Et oui, en août, le vol de Gemini 5, il ravisse à l'URSS le record de la durée du vol spatial. Gordon Cooper et Charles Conrad franchissent la barre d'une semaine en orbite. 5-4 pour les États-Unis. Elle remonte la pente tranquillement. Et en décembre, enfin, les 2 vaisseaux Gemini 6 et Gemini 7 accomplissent le premier rendez-vous spatial pendant que l'équipage de Gemini 7, Frank Borman et Jamie Lovell, reste 14 jours dans le cosmos.
Avec cette série de succès, les États-Unis arrivent en tête de la course à la Lune, c'est-à-dire ils viennent de créer l'égalité 5 à 5. Et voilà, c'est la fin de la deuxième période. Et nous voici de retour pour la troisième période. Quel match chaleureux, c'est chaud dans le fond. Et puis, c'est encore l'égalité, 5 à 5. Alors, on voit que les URSS se sont assis sur leur laurier, laissant compter 2 points aux Américains. Ils essaient donc de reprendre les devants, mais rien à faire. Luna 2 s'écrase, et c'est maintenant au tour de... Ah, j'entends ici qu'on a capté le signal de Luna 2 s'écrasant sur la Lune. Oui. Et voilà, elle arrive. Elle va bientôt atterrir. Et voilà, c'est fait. Voilà qu'elle arrive. En douceur. Luna 5, qui pèse environ 1500 kg, ça devient-il du même sort? Alors, elle s'écrase elle aussi sur la Lune. Sa rétrofusée n'ayant pu ralentir suffisamment sa chute. Comme quand la Lune n'a pas d'atmosphère, la descente se fait excessivement vite, n'ayant pas de friction. Et enfin, les États-Unis, les URSS viennent qu'à compter ce fameux point qui les mettra en avant, le succès qui est acquis le 3 février 1966 avec Luna 9, qui se pose dans l'océan des tempêtes et qui transmet les premières images du sol lunaire, avec une réaction très positive des scientifiques qui ont découvert que des images rassurantes, car la surface lunaire est assez pour soutenir le poids d'un vaisseau spatial. Alors tout le monde est content, on saute les joues. Alors les Américains ramènent l'égalité. 4 mois plus tard, les Américains réussissent le même exploit. Dès leur première tentative, le 2 juin 1967, Super Voyager 1 allumé à son tour dans l'océan des tempêtes. Luna 9 sera aussi suivi par un autre engin de ce type et Super Voyager par 6 autres engins. Et c'est la fin de la troisième période. Et le timing, c'est... Alors, vu que le score est égal de 6 à 6, alors nous allons assister à une fusillade spatiale. Oui, mesdames et messieurs, une fusillade spatiale qui consiste à lancer le plus d'objets sur la Lune sans qu'ils ne s'écrasent. Alors, c'est parti. La fusillade commence. Les projets des Grégoles. Alors, Super Voyager 1 et 2, qui vont bientôt décoller. Il y a aussi Lunar Orbiter, lancé par les Russes. Et ensuite, Luna 13, lancé aussi par les Russes. Et voilà, il y a les petits. Américaine, Super Voyager 3, 4 et 5. Lunar Orbiter 3. Il y a aussi Lunar Orbiter 2. Ainsi que Lunar Orbiter 4, tous lancés par les Russes. Les Américains étaient en lançant Super Voyager 6. Et Super Voyager 7. Et les URSS continuent à lancer fusillade. L'entraîneur américain est décidé de gagner. Alors, le 25 mai 1961, John Kennedy, le président des États-Unis, rend publique l'une des décisions la plus marquantes de l'histoire. Il engage les États-Unis à envoyer un homme sur la Lune avant 1969. 8 ans pour aller sur la Lune, c'est bien peu. Un fantastique pari technologique. C'est la réponse au vol de Yuri Gagarin, réalisé 6 semaines auparavant, qui est ressenti par les États-Unis comme un véritable camouflet à leur prestige. Alors, le programme lunaire américain, baptisé Apollo, coûtera plus de 20 milliards de dollars de l'époque. Mais les États-Unis jouent aussi leur réputation. Les gigantesques fusées Saturne. Pour aller sur la Lune, il faut d'énormes fusées. Wernher von Braun va les construire pour la NASA. Le véritable géant Saturne V pour le départ 2900 tonnes, poussé au décollage, 3500 tonnes, diamètre 10 mètres et hauteur de 111 mètres, charge utile à laisser sur la Terre, c'est 140 000 kg. Alors qu'il devrait lancer une seule fois vers la Lune 43 000 kg du vaisseau Apollo et son équipage de 3 hommes, tous les trois
pour se poser la hausse. À 400 000 km de la Terre, sur cette trace de 3400 km de diamètre où l'homme a toujours rêvé de s'y rendre, c'est-à-dire la Lune. Le programme lunaire soviétique. Face aux gigantesques moyens pris en œuvre par les États-Unis, l'Union soviétique va-t-elle renoncer? Pas du tout. Elle s'engage dans la course à la Lune. Son programme lunaire doit comprendre 2 étapes. La seconde étape est comparable au projet Apollo, tandis que la première, elle, consiste à envoyer des hommes en rotation autour de la Lune. Mais les Soviétiques estiment qu'en survolant la Lune, les premiers, ils y recueilleront l'essentiel du prestige associé à la conquête lunaire. Pour cette opération, ils construisent les cabines spatiales, le Soyouz, qui pèse 6500 kg, et un nouveau lanceur, la fusée Proton, capable de satelliser 20 tonnes. Le lanceur Proton peut envoyer un Soyouz, c'est-à-dire la cabine spatiale, appelée Zonde, autour de la Lune. Il effectue son premier vol d'essai en 1965. Et la fusillade continue de plus belle. En 1967, l'année des drames, les programmes Vostok en URSS et Gemini aux États-Unis ont permis en 1965 les premiers pas de l'homme dans l'espace. À leur suite, la course à la Lune prend un corps, en 1967. La NASA prépare le premier vol piloté d'Apollo. En janvier 1967, c'est le drame. Les 3 astronautes, Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee, sont victimes d'un incendie au cours d'une répétition à bord de la première cabine Apollo. Et voilà, les 3 hommes dans leur capsule étaient incapables de lever la main. Les États-Unis n'ont pas été seuls à avoir un drame. Les URSS aussi, partis la veille, le cosmonaute Kamarov trouve mort en revenant sur la Terre de son vaisseau Soyouz 1. Conséquence d'une année de retard de part et d'autre de l'équipe. Enfin, la fin des années 67, pourtant les États-Unis enregistrent un succès décisif. Le 9 novembre, la fusée géante Saturn V accomplit dès son premier tir. Bonsoir, elle est partie. Noël 1968. Ayant modifié leur plan en quelques semaines, les Américains envoient le 21 décembre, 4 jours avant Noël, le vaisseau Apollo 8 vers la Lune. Le risque est grand. C'est seulement le second vol piloté d'une cabine Apollo. Le premier a lieu en octobre 1968. Le troisième tir du monstre Saturn V et le troisième tir du monstre Saturn V. Mais le risque paye. 3 Américains, Frank Borman, James Lovell et William Anders, passent Noël 1968 sur leur orbite lunaire. Le 28 décembre, soit 3 jours avant Noël, après Noël, ils sont de retour sains et saufs. Les Américains ne sont pas encore sur la Lune, mais ils ont engagé la course. Dépassé, l'URSS préfère renoncer. C'est la première fois que des astronautes ont pu se souhaiter à l'année prochaine dans un vaisseau spatial. Alors, les derniers préparatifs. Reste à respecter l'engagement de Kennedy. Le printemps 1969 voit les derniers vols préparatoires de l'alunissage. En mars, Apollo 9, James Merrick, David Scott et Russell Schwarzkopf expérimentent le vaisseau Apollo d'un tour complet autour de la Terre. En mai, Apollo 10, Thomas Starkford, Eugene Cernan et John Young répètent autour de la Terre les ultimes manœuvres dans le module d'alunissage de leur vaisseau. Ils se rapprochent à 15 km seulement de la surface lunaire, tout est paré pour l'assaut final. La fusillade est toujours nulle. Quel match palpitant. Mais que se passe-t-il? Un but extraordinaire ici des Américains. Le 16 juillet 1969, au Centre spatial Kennedy, les journalistes de presse se passent la tribune officielle. Le compte à rebours s'achève. 14h30, heure de Paris, c'est un livre français. Au sommet de Saturn V, les vaisseaux spatiaux d'Apollo 11, 3 hommes enfoncés dans leur siège, subissent l'impressionnante accélération. Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins, l'équipage d'élite s'en va vers la Lune.
Le rêve de Jules Verne est sur le point d'être réalisé. Le 19 juillet, Apollo 11 se place en orbite lunaire. Le 20 juillet, Armstrong, Aldrin prennent place aux commandes du module d'alunissage. Collins, lui, reste dans la Lune, reste dans le vaisseau, reste dans le vaisseau qui orbite autour de la Lune. Proprement dit. À 18h47, le module d'alunissage se sépare du reste d'Apollo 11. À 21h05, c'est-à-dire 9h05, les rétrofusibles sont mis à feu. La périlleuse descente est contrôlée automatiquement. Mais à 150 mètres d'altitude, les deux hommes prennent les opérations en main. Ils évitent un large cratère et choisissent de terminer sur un terrain plat. C'est l'alunissage 21h17 dans la mer de la Tranquillité. Le 21 juillet à 3h38, la porte du module d'alunissage est ouverte. En scaphandre, Armstrong s'engage sur la petite échelle qui descend vers la surface lunaire. À 3h56, il accomplit un des premiers pas sur la Lune. Je vous demanderai une minute de silence. Merci. Alors, il s'exclame « Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité », s'exclame-t-il. Cette parole est connue par moult personnes. Sur Terre, grâce à la télévision, 600 millions d'hommes suivent en direct cet événement. Les URSS se doivent de scorer après ce foudroyant but des Américains. Alors, l'exploration des planètes par les engins automatiques vit de plus belle, car on va envoyer des sondes non pas sur la Lune, mais sur Vénus, à l'aide d'une sonde soviétique, Vénusic. Les premiers survols de Vénus et de Mars. Les voyages vers Vénus et Mars sont à peine plus coûteux que les vols vers la Lune, mais ils sont plus longs. 3 mois au moins pour Vénus et 7 mois pour Mars. Contre 3 jours seulement pour la Lune. En cours de lancement, les premières sondes soviétiques connaissent certains ennuis. Vénuski tombe en panne. Vénusic tombe en panne une semaine après son départ. Alors, un peu de calme dans l'audience, s'il vous plaît. L'URSS devrait donc attendre 6 ans pour connaître le succès dans une opération planétaire. Les États-Unis, en revanche, réussissent de leur seconde tentative. Lancé le 28 août 1962, Mariner 2 passe à 34 600 km de Vénus pendant quelques heures. Oui, c'est ça. Pendant quelques heures, où se trouvent à proximité des planètes. Ces instruments étudient la distance, la hauteur de l'atmosphère et ainsi de suite. 3 ans plus tard, un autre succès américain révèle aux astronomes et au grand public le fantastique intérêt de l'exploration spatiale des planètes. Le 19 juillet 1965, Mariner 4 passe à 9840 km de Mars et transmet 22 magnifiques photographies. Et là, on a les programmes de l'URSS. Si Mars est le grand objectif des Américains, Vénus est celui des Soviétiques. Le succès acquis le 18 octobre 1967 par la sonde Vénus 4, celle-ci pénètre brutalement dans la haute atmosphère, ouvre son parachute et descend doucement dans la basse atmosphère vénusienne, transmettant les premiers renseignements recueillis in situ, c'est-à-dire en direct, de sa température, sa pression et sa composition. Cette expérience est rééditée par Vénus 5 et Vénus 6 les 17 et 18 mai 1969. Puis on améliore le 15 décembre 1970 par Vénus 7 qui fonctionne jusqu'au sol, car les autres ne s'étaient pas rendus totalement jusqu'au sol. Où sa température atteint à peu près 470 degrés Celsius. C'est un four à ice. Le 22 juillet 1972, Vénus 8 fait encore mieux. Elle émet 50 minutes. Elle émet pendant 50 minutes depuis la surface de Vénus. Les 22 et 25 octobre 1975, nouvelle étape importante. Vénus 8 et Vénus 6 sont lancés. Et la fusillade continue de duel autour de Mars. Alors les Américains envoient Mariner autour de Mars le 13 novembre 1971. C'est autour de Mariner 9, 21 mois plus tard, et qui fonctionne... non, c'est autour de Mariner qui fonctionne 21 mois autour de Mars et qui prend 6179 photographies complètes, et elle réussit à cartographier la planète complète. Ces clichés bouleversent les idées admises sur Mars, révélant un volcanisme très actif
des gigantesques canyons et des fleuves desséchés et une éventuelle possibilité de vie sur Mars. À la recherche de la vie. Alors, on envoie plusieurs sondes sur Mars, dont Orbiter, Lander et Viking, qui vont démystifier la fameuse synthèse de la vie sur Mars. Mais effectivement, on se rend compte que les micro-organismes ne se sont pas manifestés, donc il n'y aurait, selon ces études de de Viking, aucune vie sur Mars. Vers Jupiter et Mercure. Alors, depuis le début des années 70, Vénus et Mars ce ne sont pas les seules planètes à avoir reçu de la visite des sondes planétaires. L'engin américain Pioneer 10 survole Jupiter. Le 3 décembre 1973, quand Mercure est frôlé par Mariner 10, l'avenir semble prometteur. Oh, j'entends ici un message important. Regardons vite ce qui suit. Interplanétaire, la sonde Galileo à des milliards de kilomètres prend le pouls de la planète Jupiter. Des Canadiens errants, les Ménonites qui vivent dans le Chaco, au Paraguay, et des nouvelles de Sarajevo où on commence à goûter à la paix. Bonsoir, ici Raymond Saint-Pierre, bienvenue au Point. Essayez d'imaginer ce que représente une distance de 3,7 milliards de kilomètres. C'est à cette distance que se trouve la sonde spatiale Galileo. Après 6 années de voyage interplanétaire, la sonde est arrivée à bon port, près de Jupiter, à 1 seconde près. En juillet dernier, elle avait libéré une mini-sonde qui a pour mission d'entrer dans l'atmosphère de Jupiter pour l'étudier avant de se désintégrer dans une chaleur intense. Galileo poursuivra sa mission pendant 2 ans, visitant les 4 principales lunes de Jupiter. Au sol, un homme pilotait Galileo. Nous l'avons rejoint à Pasadena, au Jet Propulsion Laboratory, où se trouve la salle de contrôle de la mission. Sheikh Diarra est navigateur interplanétaire. Sheikh Diarra, bonsoir. Bonsoir. Je suis sûr que les téléspectateurs ont dû sursauter quand je vous ai présenté comme un navigateur interplanétaire. En quoi ça consiste exactement? Le travail de navigateur interplanétaire consiste à prendre nos satellites qui vont à d'autres planètes une fois que ce soit la navette spatiale ou bien les fusées les mettent en orbite autour de la Terre. À partir de ce moment, un navigateur interplanétaire les prend et puis fait les corrections de la trajectoire et les amène à leur destination finale. Et cela se fait en allumant les moteurs qui sont sur le satellite quand on en a besoin, parce que pendant le voyage interplanétaire en général, on est poussé de notre trajectoire nominale par les vents solaires. Et ça, c'est, en un mot, ça c'est ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a eu des dangers justement, est-ce que sous autant de milliards de kilomètres, est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'on risque même de perdre la sonde à certains moments, par exemple? Qu'est-ce que vous voulez dire par perdre la sonde? Est-ce qu'elle peut être endommagée? Est-ce qu'il y a des choses, peut-être des dangers qu'on ne connaît pas dans l'espace? Ah oui, si vous vous souvenez, en 1993, je crois, nous avons perdu une de nos sondes, la sonde qui s'appelait Mars Observer. C'était à 3 jours avant l'arrivée à Mars, et puis on a perdu tout contact avec la sonde, simplement parce qu'on devait faire un allumage du gros moteur pour mettre la sonde en orbite autour de Mars, et il s'est trouvé que, d'après nos estimations, un des tuyaux qui amenait les gaz pour essayer de mettre beaucoup de pression dans le réservoir de l'engin a dû éclater, et du coup, cela a provoqué au satellite de commencer à tourbillonner, et puis on a perdu complètement. Ça, c'est toujours des risques qui peuvent arriver, quoi. Il y a eu des problèmes donc avec Galileo aussi, il y a une antenne qui s'est mal déployée, mais finalement on est arrivé jusqu'à Jupiter.
C'est quand même une exactitude des calculs d'une précision absolument incroyable. Vous êtes arrivé quoi, à une seconde près dans le voisinage de Jupiter? Exactement. C'est-à-dire que depuis le 18 octobre 1989, on a lancé Galileo qui est en train d'aller vers Jupiter. On a commencé d'abord par faire un tour autour de Vénus, ensuite on est allé par la Terre et ensuite la Terre encore pour avoir assez d'énergie pour aller à Jupiter. Donc après 6 ans de vol, on va finalement arriver à Jupiter avec plus ou moins une seconde de retard sur le temps qu'on avait déjà prédit. Mais cela est relativement facile dans la mesure où nous on a la flexibilité au moment opportun de pouvoir faire des allumages pour ou bien accélérer l'engin ou le satellite ou bien le décélérer pour pouvoir arriver au moment exact. Qu'est-ce qu'on s'attend de découvrir maintenant? En gros, ça semble une question très simple, mais c'est sûrement ce que se demandent tous les gens. À quoi ça sert donc une mission comme celle-là qui a coûté si cher, dans laquelle on a investi autant d'efforts, autant d'argent, autant d'années? Vous savez, quand vous regardez la planète Jupiter, qui a un volume d'air tel qu'on peut y loger 1300 fois le volume de la Terre, et qui se trouve avec aussi avoir 16 lunes autour, Jupiter est comme un mini système solaire. Alors, en allant vers une planète comme Jupiter, on peut essayer de comprendre, d'avoir une plus profonde compréhension de notre système solaire, et puis de comprendre surtout les éléments qui ont contribué à la création de notre système solaire depuis le début. Alors, on a déjà fait avant l'exploration préliminaire en faisant ce qu'on appelle un vol de reconnaissance avec les voyageurs, et maintenant on va aller avec Galileo pour faire un vol de surveillance où on va rester autour de la planète pendant très longtemps et en y plongeant aussi une sonde pour faire une étude approfondie locale de la composition de l'atmosphère, de température et de structure interne de l'atmosphère de Jupiter. Mais en même temps, le satellite Galileo va aussi aller autour des 4 lunes les plus grosses, Io, Europa et puis Ganymède et Callisto, et regarder avec détail la morphologie de ces différentes lunes. Et en regardant cette morphologie, non seulement on comprend ce qui se passe autour de Jupiter, mais en même temps on peut en déduire plus ou moins ce qui est arrivé au moment de la formation de notre système solaire probablement. En terminant rapidement, Cheikh Diarra, est-ce que c'est peut-être un des derniers grands voyages de la NASA dans l'espace interplanétaire? Certainement non. C'est-à-dire que, vous savez, l'an prochain, à partir de novembre et de décembre, on va lancer à un mois d'écart 2 sondes, un satellite vers Mars et puis une autre sonde, mais qui va atterrir aussi sur Mars. Et à partir de là, tous les 25 mois, on va lancer 2 satellites donc vers Mars pendant les 10 ans à venir. Et en même temps, on est en train de préparer beaucoup d'autres missions, et notamment la mission Cassini qui va aller vers Saturne et qui va aussi mettre une sonde qui va atterrir dans l'atmosphère de la Lune de Saturne qui s'appelle Titan. Et ça, c'est vraiment c'est un moment excitant en fait dans l'exploration planétaire. Cheikh Diarra, je vous remercie beaucoup. On voit en tout cas qu'il y a des navigateurs interplanétaires, mais il n'y en aura pas beaucoup au chômage au cours des prochaines années. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Alors, les Américains emportent donc ce palpitant match 7-6. Et on vous dit au revoir et à un prochain match de l'espace. Poser des questions.
Ça se peut pas que j'aille été clair de même. Bon, c'était beau. Ouais, merci. De rien. Ouais.